Dimanche, le Burkina Faso transforme des prisons en bataillons d'armée, en annonçant 15 600 hommes réaffectés en unités pénitentiaires de combat. Le pouvoir retourne la logique. La peine n'est plus l'isolement, mais le service, sous la pression d'une guerre qui étire l'armée. Que change pour les villages et pour l'équilibre au Sahel ce pari porté par Ibrahim Traoré quand le récit extérieur parle surtout de militarisation et de risque? Si le pays dit avoir repris plus de 92% du territoire, la question devient: quelle justice tient quand les bottes remplacent les barreaux? Ce qui suit promet d'aller au-delà d'un récit spectaculaire pour examiner les enjeux réels d'une décision qui redéfinit sécurité, justice et souveraineté. En moins de 2 ans, le Burkina Faso affirme avoir repris la majorité de son territoire. Mais ce résultat repose sur un choix risqué: transformer une population carcérale en ressource stratégique au cœur d'un conflit asymétrique qui épuise hommes et finances. Le bénéfice potentiel est clair: renforcer rapidement les effectifs, réduire le coût des prisons et retisser un lien entre l'État et des communautés longtemps marginalisées. Le coût, lui, reste incertain. Dérives possibles, discipline fragile et regard inquiet des partenaires extérieurs. L'enjeu dépasse la seule efficacité militaire. Il touche à la légitimité d'un pouvoir qui affirme rompre avec des modèles importés et propose une autre définition de la justice, où la contribution prime sur la sanction. Sous Ibrahim Traoré, cette promesse devient un test politique. Peut-on stabiliser un pays en guerre sans reproduire les schémas de dépendance dénoncés depuis des décennies? La réponse importe autant pour le Burkina Faso que pour l'ensemble du Sahel où chaque précédent fait école. En moins de 24 mois, le Burkina Faso affirme avoir récupéré plus de 92% de son territoire auparavant disputé. Cette reconquête ne s'est pas appuyée sur de nouveaux traités, ni sur une aide extérieure massive, mais sur une recomposition interne des forces disponibles, au premier rang desquelles figure la mobilisation carcérale. Ce chiffre, martelé par les autorités, sert de point d'appui à une lecture plus large du tournant sécuritaire engagé sous Ibrahim Traoré. Pour comprendre ce choix, il faut revenir au contexte d'un État pris en étau. Depuis des années, où le Sahel subit une violence diffuse: groupes armés mobiles, frontières poreuses, économie rurale asphyxiée. Les dispositifs internationaux déployés successivement ont promis la stabilisation, mais ont laissé derrière eux des zones grises, des armées locales étirées et une population lassée d'attendre des résultats. Dans ce vide, les prisons se sont remplies d'hommes jeunes, souvent condamnés pour des délits liés à la survie, tandis que les lignes de front manquaient de bras. C'est ici que s'opère le basculement. Là où le système pénal héritait d'une logique punitive, le pouvoir militaire choisit une logique utilitaire: convertir une charge budgétaire et sociale en force mobilisable. Les détenus ne sont pas graciés. Leur peine est redéfinie comme service rendu. Cette distinction est centrale, car elle permet au discours officiel d'éviter l'accusation d'amnistie incontrôlée, tout en revendiquant une justice réparatrice. Sous Ibrahim Traoré, cette approche s'inscrit dans un récit plus vaste de souveraineté. La sécurité n'est plus présentée comme un produit importé, mais comme une responsabilité collective, assumée avec les moyens disponibles. Le message vise autant l'intérieur que l'extérieur. Il s'agit de montrer qu'un État enclavé peut agir sans attendre l'aval de partenaires étrangers. Cette révélation éclaire donc le cœur du pari burkinabé. Si la reconquête territoriale est réelle, elle pose une question plus profonde. Cette redéfinition de la justice et de la défense peut-elle durer sans créer de nouvelles fragilités? Dans ce tournant, la figure du dirigeant sert de fil conducteur, et moins comme symbole que comme point d'ancrage d'une méthode.
Ibrahim Traoré n'est pas présenté par le récit officiel comme un idéologue isolé, mais comme l'arbitre d'une urgence, un pays sous pression, une armée dispersée et des communautés rurales prises entre insécurité et abandon. Cette posture explique pourquoi la décision est décrite comme pragmatique avant d'être morale. Les premiers impacts se lisent à petite échelle. Dans certaines localités reprises, des villages autrefois vidés recommencent à fonctionner. Les marchés rouvrent par intermittence, les agriculteurs reviennent cultiver des terres laissées en jachère, et les axes secondaires voient ne circuler à nouveau des convois civils. Ces signes restent fragiles, mais ils modifient la perception immédiate de l'État, non plus comme une entité lointaine, mais comme un acteur présent sur le terrain. Un cas revient souvent dans les récits locaux, celui d'anciens détenus déployés dans leur région d'origine. L'effet est double. D'un côté, la connaissance du terrain et des réseaux sociaux locaux facilite la surveillance et la dissuasion. De l'autre, la proximité sociale crée une attente plus forte, car ces hommes sont désormais comptables de la sécurité de leur propre famille. Cette proximité réduit certains risques d'abus tout en exposant à des tensions nouvelles. L'impact précoce n'est donc pas seulement sécuritaire, il est psychologique. La peur diffuse recule par endroits, remplacée par une forme de confiance conditionnelle. La question «et après?» commence à se poser, signe que l'horizon ne se limite plus à la survie immédiate. En clair, quand la sécurité redevient visible et l'État redevient crédible. Avant la décision, la situation était décrite comme une impasse. Les forces armées burkinabées opéraient sur plusieurs fronts à la fois, avec des effectifs limités et une fatigue accumulée. Les prisons, elles, absorbaient une part croissante du budget public sans offrir de réponse à l'insécurité. Dans ce contexte, l'idée dominante restait classique: contenir la menace par des opérations militaires ciblées tout en maintenant un système pénal hérité, peu adapté à une économie de guerre. Le tournant commence par une instruction politique claire. Les autorités demandent un inventaire des détenus incarcérés pour des délits liés à la pauvreté, à la survie ou à des infractions mineures. L'objectif n'est pas une libération générale, mais une sélection. Cette étape marque le passage de l'intuition à l'appareil d'État. Les ministères concernés, justice et défense, sont sommés de coopérer, rompant avec des cloisonnements institutionnels anciens. Vient ensuite l'annonce publique. Elle agit comme un déclencheur. À l'intérieur du pays, elle surprend et divise. Certains y voient une mesure de bon sens face à l'urgence. D'autres redoutent une perte de contrôle. À l'extérieur, le silence domine d'abord, puis la prudence. Peu d'acteurs internationaux commentent frontalement, conscients du caractère sensible de l'initiative. C'est à ce moment que le nom d'Ibrahim Traoré est associé de façon indissociable à la décision, incarnant personnellement le choix assumé. La mise en œuvre s'accélère. Les prisons concernées ouvrent des procédures de transfert vers des centres d'entraînement. Et les anciens détenus reçoivent des uniformes identiques à ceux des soldats réguliers, sans distinction de grade. Ce détail est central. Il vise à effacer symboliquement la frontière entre punis et défenseurs. La formation combine discipline militaire, apprentissage tactique de base et sessions idéologiques axées sur la souveraineté et le rôle du citoyen en temps de guerre. Le déploiement suit rapidement. Les nouvelles unités sont affectées en priorité dans des zones qu'elles connaissent, souvent proches de leur lieu d'origine. Cette décision répond à une logique opérationnelle, mais aussi politique. Elle vise à renforcer la loyauté et à réduire les risques de désertion. Dans plusieurs régions, leur arrivée coïncide avec la réouverture d'axes routiers et la reprise d'activités civiles limitées. Les répliques ne tardent pas. Les critiques se structurent autour de deux axes. Le premier concerne la discipline et le risque de dérive armée.
Le second interroge la durabilité d'un modèle fondé sur la mobilisation exceptionnelle. En réponse, le pouvoir insiste sur le caractère transitoire et encadré du dispositif, présenté comme une solution adaptée à une phase précise du conflit. Cette séquence, du diagnostic à la mise en œuvre, éclaire la logique suivie. Il ne s'agit pas d'un geste improvisé, mais d'une chronologie pensée pour produire un choc contrôlé, capable de modifier rapidement le rapport de force. Au point de départ, l'État faisait face à un double déficit, des prisons coûteuses et une armée en sous-effectif dans un contexte de guerre étendue. Après la mise en place du dispositif, le discours officiel met en avant un delta clair, une réduction de la charge carcérale et une augmentation rapide des capacités de présence territoriale, sans attendre des recrutements longs et incertains. Premier indicateur cité, 15 600 hommes réaffectés au sein des unités pénitentiaires de combat. Ce chiffre sert de mesure centrale car il combine deux variables auparavant séparées. D'un côté, il représente une population carcérale retirée du circuit pénal classique. De l'autre, il équivaut à plusieurs brigades supplémentaires déployables en quelques semaines. L'explication donnée est simple. Chaque homme mobilisé réduit simultanément un coût de détention et augmente un potentiel opérationnel. Deuxième indicateur, plus de 92% du territoire annoncé comme repris ou sécurisé. Ce pourcentage n'est pas présenté comme une victoire définitive, mais comme un signal de tendance. Il sert à illustrer un avant et un après. Avant, de larges zones échappées durablement au contrôle étatique. Après, l'État affirme une présence continue sur la majorité de l'espace national, même si cette présence reste inégale. Le chiffre est utilisé pour soutenir l'idée que l'augmentation des effectifs a permis de tenir le terrain, et pas seulement de mener des opérations ponctuelles. Troisième indicateur, moins mis en avant mais récurrent dans les discours, le coût relatif du système. Sans avancer de montant précis, les autorités comparent deux lignes budgétaires. La détention prolongée est décrite comme une dépense improductive, alors que la mobilisation encadrée est présentée comme un investissement sécuritaire. La variation n'est pas chiffrée publiquement, mais le raisonnement repose sur une logique de substitution. Des ressources auparavant immobilisées deviennent actives. Ces chiffres ne suffisent pas, à eux seuls, à prouver la réussite du modèle. Ils dessinent cependant une cohérence interne. Sous Ibrahim Traoré, la preuve quantitative n'est pas utilisée pour convaincre des partenaires extérieurs, mais pour légitimer l'action auprès de la population. Le message est que les résultats, même partiels, sont mesurables et directement liés à des choix souverains. Il faut aussi noter les limites de cette lecture. Les données sont produites par l'État lui-même dans un contexte de communication stratégique. Elles décrivent une dynamique, pas une stabilité acquise. Le delta observé peut se réduire si la pression sécuritaire augmente ou si la discipline interne faiblit. C'est pourquoi les autorités insistent sur le caractère encadré et temporaire du dispositif présenté comme un levier parmi d'autres. En résumé, la preuve quantitative avancée repose sur trois piliers simples: effectifs mobilisés, territoire couvert et logique de coût. Pris ensemble, ils expliquent pourquoi cette politique est défendue comme rationnelle, même par ceux qui reconnaissent ces risques. Les critiques les plus structurées de cette politique s'articulent autour de deux arguments principaux qu'il faut examiner sans les caricaturer. Le premier concerne la discipline et le risque de dérive armée. Selon cette lecture, transformer des détenus en soldats, même encadrés, expose l'État à des comportements incontrôlés. Des hommes socialisés dans la contrainte pourraient reproduire des logiques et corps de violence, surtout dans des zones d'État où l'autorité reste fragile. À long terme, cette militarisation pourrait affaiblir la confiance civile si des abus apparaissent, sapant précisément la légitimité recherchée.
Le second argument porte sur la durabilité stratégique. Les opposants estiment qu'une solution fondée sur la mobilisation exceptionnelle ne peut constituer un modèle stable. Elle répond à une urgence mais risque d'épuiser rapidement ses bénéfices. Une fois l'effet de surprise dissipé, l'État devra revenir à des structures classiques. Justice civile fonctionnelle, force régulière professionnalisée et économie capable d'absorber ces hommes après le conflit. Sans cette transition, la politique pourrait créer une dépendance à l'état d'exception. Ces critiques trouvent un écho au-delà du Burkina Faso, notamment chez des partenaires qui redoutent un précédent régional. Elles ne sont pas ignorées par le pouvoir. La réponse officielle se déploie sur deux plans. D'abord, l'encadrement strict. Les autorités insistent sur la sélection des profils, la formation idéologique et le déploiement localisé, présentés comme des garde-fous contre les dérives. L'argument est que la proximité communautaire renforce la responsabilité individuelle plutôt qu'elle ne l'affaiblit. Ensuite, le caractère transitoire est mis en avant. Sous Ibrahim Traoré, le dispositif est décrit comme une phase et non comme une fin. Il s'inscrit dans une séquence où la reconquête territoriale doit précéder la reconstruction institutionnelle. Autrement dit, la sécurité est vue comme une condition préalable, pas comme une solution unique. La réfutation ne nie donc pas les risques. Elle les accepte comme le coût d'un choix contraint dans un environnement où l'inaction aurait aussi produit des conséquences graves. Le débat ne porte plus sur la perfection du modèle, mais sur sa capacité à acheter du temps et de l'espace politique. C'est sur ce terrain pragmatique plutôt qu'idéologique que se joue l'arbitrage. Le véritable basculement apparaît lorsque le dispositif cesse d'être perçu comme une mesure pénale et devient un outil de signal géopolitique. À mi-parcours, le message n'est plus seulement adressé aux détenus ou aux villages concernés, mais aux acteurs extérieurs qui observent le Sahel. En transformant une contrainte interne en levier stratégique, le pouvoir indique qu'il entend redéfinir les règles du jeu sans attendre validation ni assistance. Cette révélation change la lecture des faits précédents. Les unités issues des prisons ne servent pas uniquement à combler un manque d'effectifs. Elles matérialisent une volonté de rompre avec une dépendance sécuritaire jugée inefficace. Chaque déploiement devient ainsi un acte politique montrant que l'État assume ses choix, même lorsqu'il s'écarte des standards promus ailleurs. Sous Ibrahim Traoré, cette posture s'inscrit dans une logique de dissuasion symbolique. L'objectif n'est pas d'annoncer une doctrine formalisée, mais de créer de l'incertitude chez ceux qui pariaient sur l'immobilisme ou l'effondrement. Le centre de gravité se déplace. Ce qui semblait être une expérience intérieure devient un message régional. À ce stade, la question n'est plus seulement de savoir si le modèle fonctionne militairement. Elle devient plus large. Que se passe-t-il lorsque l'initiative remplace l'attente et que l'exception devient un signal? Les effets de cette politique se mesurent de différemment selon les acteurs concernés, et c'est dans cette diversité que se lit sa portée réelle. Pour l'État, d'abord, l'impact est institutionnel. La capacité à tenir le terrain, même de façon inégale, renforce l'autorité administrative là où elle avait disparu. Des services de base recommencent à fonctionner par intermittence, des représentants locaux reviennent et la chaîne de commandement retrouve une continuité minimale. Sous Ibrahim Traoré, cette reprise est présentée comme une preuve de souveraineté retrouvée, même si elle reste fragile et dépendante du contexte sécuritaire. Pour les entreprises et l'économie locale, les conséquences sont plus prudentes mais visibles. La réouverture de certains axes routiers permet la circulation de biens essentiels, notamment agricoles. Les marchés hebdomadaires reprennent dans des zones auparavant isolées, réduisant les coûts de transport et l'incertitude.
Cette amélioration reste partielle, mais elle modifie les anticipations. Investir ou produire redevient pensable, là où la peur bloquait toute initiative. Du côté des citoyens, l'impact est avant tout quotidien. La présence de forces issues des communautés locales change la relation à la sécurité. La crainte d'exaction demeure, mais elle coexiste avec un sentiment nouveau, celui d'être protégé par des visages connus. Pour certaines familles, voir un ancien détenu du village porter l'uniforme crée une ambivalence entre fierté et inquiétude. Cette proximité sociale agit comme un régulateur informel sans pour autant éliminer les tensions. À l'échelle de la région, enfin, les répercussions dépassent les frontières. Le cas burkinabé est observé attentivement par d'autres États du Sahel confrontés à des défis similaires. Il alimente des débats sur l'usage des ressources internes et sur la redéfinition des priorités sécuritaires. Certains y voient un précédent à étudier, d'autres un risque de contagion d'approches exceptionnelles. Dans tous les cas, le statu quo n'est plus une option évidente. Ses conséquences ne constituent pas un aboutissement. Elles représentent un paiement intermédiaire de la dette de curiosité ouverte plus tôt. La politique ne se limite pas à un geste symbolique, elle produit des effets tangibles, inégaux mais réels. Reste à savoir si ces effets peuvent se consolider sans se retourner contre leurs promoteurs. À moyen terme, l'évolution de cette stratégie peut être envisagée à travers trois scénarios distincts, sans leur attribuer de probabilité. Le scénario de base prolonge la trajectoire actuelle. La présence territoriale reste inégale mais suffisante pour empêcher une reconstitution rapide des groupes armés. Les unités issues des prisons continuent d'opérer localement, tandis que l'État consolide progressivement l'administration civile dans les zones reprises. Si cette dynamique se maintient, alors la politique joue son rôle principal. Gagner du temps pour reconstruire des institutions plus classiques, le scénario optimiste repose sur un enchaînement vertueux. La stabilisation sécuritaire favorise le retour durable des activités agricoles et commerciales, ce qui réduit les incitations à rejoindre des groupes armés. Les anciens détenus, intégrés et encadrés, deviennent des relais d'autorité locale plutôt que des facteurs d'instabilité. Si cette boucle fonctionne, alors le dispositif pourrait servir de transition vers une armée élargie et une justice réformée, sans rester un mécanisme d'exception. Le scénario pessimiste met en lumière les fragilités. Une pression sécuritaire accrue, des infiltrations ou des abus pourraient fragiliser la discipline interne. Dans ce cas, la proximité communautaire deviendrait un facteur de tension plutôt que de stabilité. Si des dérives apparaissent, alors la légitimité acquise se retournerait rapidement, alimentant méfiance et contestation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Sous Ibrahim Traoré, ces scénarios servent moins à prédire qu'à cadrer la décision. Le message implicite est que l'inaction comportait elle aussi un risque élevé. La stratégie actuelle est présentée comme un pari calculé, choisi parmi des options imparfaites. L'enjeu des prochains mois ne sera donc pas seulement militaire. Il portera sur la capacité à refermer l'état d'exception ou au contraire à s'y installer. C'est ce point de bascule qui déterminera si l'expérience restera un épisode conjoncturel ou deviendra un précédent durable pour le Burkina Faso et potentiellement pour le Sahel. Pour le public qui observe cette expérience à distance, l'impact se lie à travers des groupes très différents, mais reliés par une même question: qu'est-ce que cette stratégie change concrètement pour des vies ordinaires? Pour un premier groupe, celui des jeunes en situation précaire, le message est ambigu mais puissant. D'un côté, il montre qu'un État peut reconnaître une valeur à ceux qui l'avaient marginalisé. De l'autre, il rappelle que cette reconnaissance passe par un engagement risqué, dans un contexte où les alternatives civiles restent limitées. L'expérience burkinabé
devient ainsi un miroir des choix imposés par la rareté. Un second groupe est constitué des familles et communautés locales. Leur quotidien est directement affecté par la présence accrue de forces de sécurité issues du voisinage. La proximité réduit la distance symbolique avec l'État, mais elle accroît aussi l'exigence morale. Quand le protecteur est connu, l'erreur est moins tolérée. Cette tension crée une vigilance collective nouvelle qui peut renforcer la cohésion autant qu'elle peut l'éprouver. Enfin, pour un troisième groupe, celui des observateurs régionaux et diaspora, la politique agit comme un signal. Elle suggère qu'il existe des marges de manœuvre hors des cadres habituels, même sous contrainte. Sous Ibrahim Traoré, ce signal est volontairement lisible. L'attente et la dépendance ne sont plus présentées comme des fatalités. Cette connexion au public ne repose donc pas sur l'adhésion unanime. Elle fonctionne par identification partielle, par débat et parfois par malaise. Mais c'est précisément cette réaction qui indique que la décision dépasse le cercle militaire. Elle touche à la manière dont chacun évalue le prix de la sécurité et le sens de la responsabilité collective. Pour éviter que l'initiative ne se fige en état d'exception permanent, les autorités esquissent une feuille de route en plusieurs étapes, présentée comme évolutive. La première consiste à stabiliser l'encadrement. Chaque unité issue des prisons est placée sous une chaîne de commandement identifiée avec des référents militaires et civils chargés du suivi disciplinaire. L'objectif est de limiter les dérives individuelles et de maintenir une distinction claire entre mission de défense et justice civile. La deuxième étape vise la formation continue. Au-delà de l'entraînement initial, des modules réguliers sont annoncés, combinant tactique, droit élémentaire et responsabilité envers les populations. Cette phase cherche à transformer une mobilisation d'urgence en compétence durable et sans prétendre à une professionnalisation complète immédiate. La troisième étape concerne la réintégration graduelle. Le dispositif prévoit que tous les engagés ne restent pas indéfiniment sous les armes. Des mécanismes de sortie sont évoqués, orientés vers l'agriculture, les travaux publics ou des services communautaires afin d'éviter une dépendance structurelle à la militarisation. La mesure de réussite annoncée n'est pas seulement sécuritaire mais sociale. Capacité à absorber ces hommes sans recréer l'exclusion initiale. Une quatrième étape touche à la coordination territoriale. Les déploiements sont ajustés en fonction des zones stabilisées avec un transfert progressif vers des forces régulières et des administrations civiles. Sous Ibrahim Traoré, cette séquence est présentée comme la clé pour refermer la parenthèse exceptionnelle. Cette feuille de route n'offre pas de garantie absolue. Elle sert de cadre pour répondre à la question ouverte plus tôt. Comment transformer un pari risqué en trajectoire maîtrisée avant que l'urgence ne devienne la norme? Le fil narratif revient à ce qui avait changé en premier, la perception locale. Dans les villages évoqués plus tôt, là où les marchés avaient timidement rouvert et où les routes recommençaient à être empruntées, un même symbole revient. Des hommes autrefois définis par leurs fautes sont désormais identifiés par leur rôle. Cette bascule n'efface ni le passé ni les risques, mais elle modifie la manière dont l'avenir est imaginé. Sous Ibrahim Traoré, cette transformation est présentée comme une récupération de dignité plutôt que comme une absolution. Les anciens détenus ne sont pas décrits comme des héros, mais comme des acteurs replacés dans une chaîne de responsabilité. Le rappel constant de leur origine carcérale agit comme un garde-fou symbolique. La rédemption a un poids, et ce poids impose une exigence. L'émotion naît précisément de cette ambiguïté. La sécurité retrouvée, même partielle, coexiste avec la conscience aiguë de la fragilité de l'équilibre.
Le retour des activités civiles n'est pas célébré comme une victoire finale, mais comme un espace rouvert à protéger. Et l'idée qui résume tout est la suivante. La dignité ne supprime pas le risque, elle l'assume. Ce rappel referme la boucle avec le début du récit. Et ce qui était présenté comme une décision radicale apparaît désormais comme un choix ancré dans une urgence humaine où la sécurité et la justice cessent d'être opposées pour devenir interdépendantes. À ce stade, le récit ne demande pas l'adhésion, mais la réflexion. L'expérience menée au Burkina Faso oblige à interroger des catégories souvent figées: justice, sécurité, souveraineté. Elle montre qu'en situation extrême, les frontières entre ces notions deviennent poreuses et que les réponses adoptées révèlent autant une vision du pouvoir qu'une lecture du réel. Sous Ibrahim Traoré, cette vision est assumée comme imparfaite mais volontairement active. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas de trancher définitivement. Il est de reconnaître ce que ce cas dit d'un moment historique plus large à où des sociétés confrontées à la violence cherchent des solutions hors des cadres habituels. Certaines fonctionneront, d'autres échoueront, mais toutes laissent dur des traces dans le débat collectif. La question finale reste ouverte et volontairement simple. Jusqu'où une société peut-elle aller pour se défendre sans perdre ce qu'elle cherche à protéger? Et comment juger ses choix lorsque l'alternative n'est pas la stabilité, mais l'effacement progressif? Ce sont ces interrogations qui méritent d'être discutées, partagées et confrontées, car elles dépassent largement un seul pays ou une seule décision.